Baume, ça va au-delà des montres et de faire et de commercialiser des montres. On a démarré par là parce qu'on sait faire des montres et qu'on a la petite prétention de les faire bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'intention forcément de s'arrêter là. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je suis avec Marie Chassot, qui est la directrice d'une petite start-up qui est en train de naître dans un grand groupe. C'est un des projets qui m'a beaucoup intéressé dans le monde de l'horlogerie ces dernières années. Elle va nous parler de Baume, la start-up horlogère du groupe Richemont. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSEQ. Bonjour Marie Chassot. Bonjour Laurent. Vous êtes la directrice de Baume. Baume, c'est une start-up à l'intérieur d'un grand groupe. Ça me rappelle, moi quand j'ai vu votre projet, ça me rappelle ce qu'a fait Steve Jobs. Quand il voulait faire innover Apple, le grand groupe Apple, il prenait un petit groupe de gens, il les mettait à l'écart, c'est ce qu'il avait fait pour le Mac et pour l'iPhone. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire avec cette marque, Baume, qui est en train de sortir de terre à l'intérieur d'un grand groupe, le groupe Richemont. Vous pouvez nous raconter le raisonnement qui a abouti à la naissance de Baume ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'aime bien la référence à Steve Jobs parce que j'admire beaucoup ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi à faire avec Apple. L'idée, elle est née chez Baume & Mercier, donc dans la marque Baume & Mercier. Elle est arrivée par un patron du groupe qui nous a proposé de réfléchir à un projet e-commerce autour des tendances aujourd'hui un petit peu de la consommation. Mais ça, c'était vraiment le brief de base, je dirais. Qui est d'abord né au sein d'une marque existante. Oui, parce que c'était lui, parce que c'était un patron qui avait des liens forts avec la marque. Et puis cette idée est arrivée. On a créé une forme de think tank au sein de la marque dans un premier temps, avec une très petite équipe de gens qui se sont mis à réfléchir. Et cette petite équipe, elle s'est formée de manière assez admirable aussi finalement par affinité. Et la réflexion vraiment a très très vite démarré sur la notion de créer aujourd'hui une nouvelle marque, amener une nouvelle marque dans le paysage horloger, alors que personne n'en attend une supplémentaire, qu'il y en a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Et vraiment, je pense que le point de départ, c'est le sens et la raison d'être. Et c'est vraiment la sensibilité des gens qui ont fait partie de cette équipe qui nous a amenés à nous poser des questions sur le modèle de marque et la remise en question finalement de l'horlogerie traditionnelle. Donc, mais à quel moment vous avez fait justement, parce que l'horlogerie traditionnelle fait sa mue en ce moment, on voit que toutes les marques s'intéressent au digital d'une façon plus ou moins intense, on va dire, selon leur ADN. Il y a des marques avec qui ça fit assez bien, des marques avec qui ça fit un peu moins bien, et qui en ont peut-être pas besoin d'ailleurs dans certains cas. Comment est-ce que vous avez fait, puisque la réflexion part de l'idée de digitaliser une marque, à quel moment vous avez mis la coupure en disant non, finalement, cette marque va se digitaliser, mais nous on va lancer un nouveau projet. Enfin, qu'est-ce qui a amené à cette nouvelle idée en fait? Je pense que c'est né simplement du constat qu'il y a quelque chose à faire, qu'à un moment donné il faut arrêter d'ignorer la réalité de la société, des défis auxquels on doit faire face. Et là je pense pas seulement aux défis au niveau du business, de l'évolution des comportements, etc. Non, je pense vraiment aux défis de la société. Et c'est là où clairement il y a eu Vous sous-entendez le réchauffement climatique, voilà parce que vous faites et la on va en parler plus tard. Exactement, et la responsabilité aujourd'hui en tant qu'entreprise, aussi bien qu'en tant qu'individu, parce que c'est facile de dire non mais moi si je trie ou si je fais ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça sert à rien. Non, c'est vraiment justement à tous les niveaux collectivement qu'on arrivera à faire changer les comportements, à éduquer nos enfants, et en tant qu'entreprise on a cette responsabilité là. On s'est dit on va créer une nouvelle marque, on va créer un projet qui a pour mission d'avoir le moins d'impact possible sur la planète, qui a pour mission de questionner les choses, qui a pour mission de s'inscrire dans la société d'aujourd'hui et de créer un business qui peut être aussi une force pour faire quelque chose de bien, d'où la mission de vouloir design for a better tomorrow. Donc comment est-ce qu'on peut nous par ce que l'on fait, par le design au sens très large, amener quelque chose
faire évoluer un petit peu, éveiller les consciences et se servir de ce que l'on fait, de la visibilité de la marque pour entrer en conversation sur ces sujets-là qui sont très importants. Du coup, vous êtes reparti avec une feuille blanche en fait. Donc, beaucoup d'entreprises doivent évoluer. On doit gérer quelque part le passé et l'amener vers le futur. Vous êtes parti d'une feuille blanche. Comment est-ce que vous avez fait ça ? Quels sont les principes qui ont guidé cette naissance ? Je pense que la clé aussi de la rapidité de la création de cette marque, ça a été de dire, OK, c'est une start-up, on doit travailler en mode agile, on doit aller vite, donc on doit mettre en place une structure qui est vraiment adaptée et qui est très en rupture par rapport à une... Alors justement, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais aller dans le détail sur cette façon de travailler, mais donc il y a plusieurs points de rupture ou de départ, on va dire. Donc d'abord, il y a des valeurs, donc vous dites, il y a en même temps, il y a une forme de créativité, d'individualisme, on essaie de faire quelque chose de particulier pour vous et en même temps de collectif, donc c'est intéressant, cette dualité individuelle et collective, ça c'est pour les valeurs et puis sustainable, vous recyclez tout ce que vous faites. Il y a ensuite une nouvelle façon de travailler qui est plus agile, puis il y a une nouvelle façon de communiquer, de distribuer qui mélange le digital et le réel. Donc j'aimerais bien on a parlé un petit peu des valeurs déjà. Ensuite, dans cette façon de travailler, donc dans cette culture, vous avez été isolé, là on est dans vos bureaux, il y a une quinzaine de personnes, il y a un baby-foot en carton d'ailleurs recyclable qui est vraiment, vraiment sympa. Et donc on sent qu'il y a une atmosphère qui est différente. Donc vous avez dès le départ posé des bases culturelles complètement différentes de celles qu'on va trouver en général dans un grand groupe. Quelles sont ces bases culturelles sur lesquelles vous travaillez ? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment un élément fondamental et une des clés du succès. On a été accompagné pour ça par une consultante qui est spécialisée, ou en tout cas qui connaît très bien un type de management qui s'appelle le teal, qui est de la couleur opale, qui a été conçu ou pensé et formalisé par un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux. Et ce type de management-là, il est très en rupture avec des managements qu'on connaît aujourd'hui dans les grands groupes, mais aussi dans les plus petites entreprises, qui est très vertical, avec beaucoup de couches pour les prises de décision, et quelque part une prise de décision finale qui est assez éloignée finalement de l'opérationnel. Et ce système de management, il s'appuie sur 3 grands principes. Le premier, c'est le mot anglais, l'empowerment, c'est-à-dire la responsabilisation des équipes. Les équipes, chaque personne a une sphère d'activité pour laquelle il ou elle est responsable, et également sur la prise de décision. Alors, il y a un procédé de prise de décision qui est quand même très précis. Il y a des consultations. Quand on doit prendre une décision, on doit réfléchir auprès de qui la décision aura un impact. Consulter, faire des scénarios, comprendre les enjeux pour ensuite prendre une décision. Mais cette décision-là, elle est prise au plus proche justement de l'opérationnel, et c'est des gens qui font et qui ont la plus grande expertise finalement du métier et des enjeux qui sont en mesure de prendre la décision. Donc, tout le monde ne peut pas forcément fonctionner dans ce type d'organisation-là, parce que ça peut aussi faire peur, cette responsabilité, parce qu'après, il est exclu de se tourner vers son voisin en disant c'est de ta faute si ça n'a pas été fait, ou c'est de ta faute si c'était... Parce que non, il y a une personne qui est en charge, et donc c'est cette personne-là qu'on tient responsable. Ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas de compte aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas de compte, en effet. C'est un des grands trucs, quand on parle de Montessori, les gens disent « Ah, mais on fait ce qu'on veut. Oui. » Non, c'est pas ça. Montessori, il y a des règles précises, mais qui sont mises à d'autres endroits. Exactement. Donc l'empowerment, donc responsabiliser la responsabilisation, qui est une motivation qui est extraordinaire. Il y a une, je dirais, les gens sont extrêmement épanouis dans des structures comme celle-ci. Mais on les respecte un peu plus que dans les structures où on vous met à une place et on vous dit de vous taire. Et la notion clé, c'est vraiment la notion de délégation. Alors typiquement, c'est une structure où il y a peu ou pas de hiérarchie. Alors, j'ai un rôle un peu de membrane et puis évidemment, au final, de responsabilité du business, mais c'est pas au sens dictatorial, c'est très collaboratif, exactement. Et c'est peut-être, c'est la seule, c'est peut-être le seul lien hiérarchique qu'il peut y avoir. Parce qu'avant, vous avez travaillé dans les groupes plus traditionnels, dans les marques plus traditionnelles, donc pour vous-même, ça a été une réinvention, ça a été un changement culturel. Comme on dit toujours, le changement commence par le haut, mais vous-même, vous avez changé c'est un parcours personnel. C'est cette marque en elle-même, mais aussi ce type de management, c'est vraiment un parcours personnel, et pour tous les membres de l'équipe, c'est une vraie découverte. Alors vous avez parlé de 3 principes, on a fait le premier. Le deuxième principe, c'est basé sur le fait que on est très souvent
et on l'a certainement tous vécu dans nos carrières précédentes, différents à la maison et au travail. Donc on a l'impression, c'est peut-être aussi parfois les entreprises qui la donnent et qui l'imposent, de devoir porter une sorte de costume ou de carapace lorsqu'on vient travailler. Là, dans l'organisation TIL, chacun vient tel qu'il est, et quelque part, c'est vraiment la richesse en fait de la diversité des personnalités. Qui fait que de toute façon l'intelligence collective, il n'y a que ça pour vraiment faire des belles choses, innover. Je pense que les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents seuls qu'à plusieurs sont fous, parce que c'est toujours effarant. Enfin, comme les entreprises ont quand même, il y a une grande diversité chez les clients des entreprises, et souvent les gens qui servent les clients, qui eux sont très très variés, sont eux-mêmes très monoculture. Oui. Et ça m'étonne toujours de voir d'aller devant un board où tout le monde est un homme de 65 ans et puis 50% des clients, c'est des jeunes femmes de 20 ans. Je dis, mais comment est-ce que vous allez pouvoir faire un produit en phase avec les besoins de vos clients ? Enfin, c'est très étonnant. Donc, vous recréez une forme de diversité bien sûr. Qui va permettre de s'adresser, de faire des produits relevants pour des clients qui eux-mêmes sont très variés. Voilà, des gens qui viennent d'horizons très différents, des gens qui ont des visions très différentes, et surtout aussi des gens qui ont, de par leur spectre d'activité, des enjeux qui sont différents. Donc évidemment, cette notion de challenge et de perspectives différentes qui enrichissent vraiment la réflexion et le propos. Et le troisième point, c'est la notion de raison d'être évolutive. Et ça, c'est vraiment basé sur... C'est très en lien avec l'esprit start-up, c'est-à-dire vraiment d'avoir la capacité à sentir les évolutions, à être sensible à son environnement, à observer ce qui se passe pour sentir et réagir. Toujours à côté de la façon de travailler, il y a aussi les outils. Ça m'intéresse beaucoup, ce thème des outils, parce que c'est fondamental. En fait, dans une start-up, la première chose qu'il faut bien choisir, c'est les gens avec qui on travaille. La deuxième chose, c'est les outils avec lesquels on travaille. Et puis aujourd'hui, le digital offre tout un tas d'outils incroyables. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez entrepris au niveau des outils ? Est-ce que vous utilisez les outils du groupe ? Ou est-ce que vous avez pu peut-être prendre des outils un peu moins chers dans le cloud, qui typiquement, en général, sont interdits dans les grands groupes parce qu'on dit les datas sont on ne sait pas où, etc. Alors c'est vrai qu'on a eu de ce côté-là vraiment le soutien du groupe, et on a eu la possibilité de sortir des sentiers battus et de sortir du template du groupe pour beaucoup d'aspects. Et c'est vrai que les enjeux financiers arrivent aussi dans cette discussion, parce que, et notamment le configurateur, on a pu travailler avec une petite start-up qu'on a découvert. Le configurateur, on va juste dire pour les gens qui ne connaissent pas la marque, c'est que vos montres ont cette particularité, entre autres, qu'on peut vraiment la configurer, on peut choisir la taille, on peut choisir les éléments, et ensuite on la commande et puis elle est livrée. Donc c'est quelque chose qui est totalement inédit en général dans votre industrie. Voilà, donc c'est ça, configurateur. Exactement, on a voulu amener la personnalisation du produit avec une certaine accessibilité du prix, puisque la personnalisation est plutôt arrivée par le haut de gamme, avec en effet un configurateur qu'on a voulu ludique, vraiment facile d'utilisation, et c'était vraiment un gros enjeu, parce que c'est quand même au centre de l'expérience du client sur le site Baume. Et on a pu travailler avec cette start-up, et c'est vrai que en termes de philosophie, en termes d'état d'esprit, travailler avec une autre start-up, ça permet vraiment de faire des très belles choses, c'est vraiment de se dépasser. Et pour des montants, évidemment, on est toujours dans des processus d'appel d'offres, de comparatifs, et pour des montants qui sont sans commune mesure. Donc vous avez pu retrouver de l'agilité aussi, grâce notamment à ces collaborations avec ces outils. Ça, c'était le deuxième thème, donc la culture, les outils, on a déjà parlé des valeurs en premier thème. Le troisième, c'est la distribution. Ça m'intéresse beaucoup, puisque il y a cette idée de touchpoint, de point de contact, qu'aujourd'hui, pour interagir avec un client, il faut mélanger du online et du offline. Comment est-ce que vous avez approché cet aspect, sachant que vous venez plutôt d'un monde qui est habitué à avoir ses magasins dans des endroits, dans les belles rues des grandes villes du monde ou dans les aéroports. Comment est-ce que vous avez réinventé cette interaction entre votre marque et vos clients ? Comment est-ce que ça se passe chez Baume ? Alors, en effet, ça c'était aussi cet aspect-là de la distribution, ça a aussi été un parcours d'apprentissage, puisqu'au début, on a conçu cette marque comme exclusivement online. Et on s'est assez vite aperçu que c'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, et j'y crois vraiment fortement,
il y a une vraie complémentarité entre la distribution digitale et la distribution... Amazon ouvre des magasins à tour de bras, se rachète une chaîne de supermarchés. C'est ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont nées digitales, qui, après un certain nombre d'années, se lancent aussi dans le physique. Et puis, il y a beaucoup de marques digitales qui se lancent que dans le digital parce qu'elles n'ont pas les moyens, pour l'instant, d'avoir une présence physique. C'est clair qu'une présence physique permet d'accélérer la visibilité, mais aussi la prise de contact avec le client qui a encore besoin de pouvoir toucher le produit avant d'acheter. Mais quels sont les canaux que vous avez aujourd'hui? Donc, où est-ce qu'on va trouver la marque Boom? Alors aujourd'hui, si on les liste vraiment, au moment du lancement, le 15 mai dernier, c'était en effet uniquement digital avec un site internet et la possibilité donc d'acheter le produit en ligne, le configurer et de le recevoir dans 83 pays. Donc quand même une distribution qui est très large. Et puis ensuite, c'est aussi une marque qui est très axée sur le digital en termes de communication aussi, donc les réseaux sociaux. Donc évidemment, fortement Instagram, Facebook aussi, dans une moindre mesure YouTube. Mais l'interaction avec nos clients, elle s'est faite en tout cas dans un premier temps et elle se fait majoritairement pour l'instant à travers les réseaux sociaux. Et là, vous allez rajouter des canaux physiques. Et là, à l'occasion, oui, tout à fait. On a fait un peu notre lancement happening européen il y a 2 semaines à Paris. Et ça a été l'occasion aussi de démarrer l'expérience de la distribution physique. Mais alors si maintenant on revient sur ces canaux de distribution, moi ce qui m'intéresse toujours c'est, puisque comme vous le dites, le online fait son chemin vers le offline fait son chemin vers le online. Ça fait 20 ans que les marques de supermarchés, de retail réfléchissent à comment ils vont arriver sur le digital. Et aujourd'hui on a cette fusion. Et du coup ce qui est intéressant à chaque fois, une question que je pose, c'est comment est-ce que vous concevez le rôle de chacun de ces canaux? Parce qu'en fait, un autre truc du coup qui apparaît, c'est que ces canaux, tout en étant complémentaires, se spécialisent. Ils servent à certaines choses. Chez vous, si on reprend ces canaux, donc le site web, les réseaux sociaux et le physique, comment est-ce que vous envisagez le rôle de chacun de ces canaux? C'est-à-dire, que vient faire le client et comment est-ce que vous approchez ce canal? Les réseaux sociaux, c'est évidemment la possibilité aussi de se familiariser avec la marque à travers Instagram, les posts que l'on fait. C'est pour aller à la pêche un peu aux prospects, aux clients. Oui, puis je pense que c'est aussi ce qui est très important, et on le voit, nous on a une croissance qui est exclusivement organique de notre Instagram, parce que c'est comme ça qu'on le veut, et on voit que c'est les gens qui s'inscrivent, se fidélisent et nous suivent. Le site ensuite, c'est évidemment c'est le point de je dirais de chute par exemple du référal. Quand on lit un article, c'est là où on va essayer de vous convertir en fait. Et c'est là où c'est là où on va convertir. C'est là aussi où on donne plus d'informations parce qu'on a notre histoire, on a notre partie responsabilité, vous pouvez etc. passer du temps un peu, alors que sur les réseaux sociaux, on est dans une logique de flux, il faut aller vite. Là, vous pouvez créer une vraie expérience, vous pouvez dire des messages plus longs. Oui, tout à fait. Et les gens passent en effet pas mal de temps par rapport à la moyenne sur le site pour comprendre. Et puis après, il y a la distribution physique aussi, où là on veut vraiment préserver aussi l'expérience digitale. Donc c'est en fait une expérience qui est à la fois, je dirais, plus traditionnelle, avec quelques produits physiques qui sont là pour permettre aux clients de l'appréhender, de le prendre, de le toucher, de l'essayer. Mais c'est aussi un iPad avec la possibilité de configurer la montre, parce que cette configuration-là, cette expérience de dessiner sa montre à son image en fonction de ses goûts, sans qu'on lui dise non, c'est ça que tu dois porter, c'est hyper important pour nous, donc on doit le préserver. Et puis il y a en plus de ça un petit truc, mais qui est très sympa, qui est aussi très digital, qui est l'expérience de réalité augmentée, où on a des petits bracelets en papier recyclé, je précise. Marie fait le geste pendant qu'elle dit, voilà. C'est pour ça que le micro bouge un petit peu. Pardon. Donc un bracelet en papier qu'on peut mettre autour du poignet. Il suffit de flasher un QR code qui nous amène directement sur le site du configurateur, où on peut visualiser en fait la configuration directement sur le poignet. Ah d'accord, donc je peux voir un petit peu le produit en situation sur mon poignet. Exactement. En mettant juste un espèce de guide de wireframe. Oui. Mais donc le physique est très digitalisé. Et le physique est très digitalisé, et ça c'est aussi un chemin que font ces points de vente là, parce que finalement il n'y en a
il y a pas beaucoup de digital dans les points de vente. Mais il y a du digital un peu prétexte, quoi. Il y a des PDF que le vendeur passe et puis en vous montrant des photos, ça n'a aucun intérêt. Ça reste relativement sommaire en termes d'expérience digitale. Et je suis aussi persuadée que le physique a un autre avantage, c'est celui d'accompagner les gens. Parce que c'est vrai que dans le configurateur, on a plus de 2000 possibilités. Et je me rends compte on s'est rendu compte en interagissant avec des clients ou en interagissant avec des gens, en parlant de la marque, qu'il y a un peu deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont pas de problème, ils décident, voilà, je sais que je veux ça, je vais faire du shopping, hop, j'achète ça. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'aller, d'essayer. C'est ceux qui prennent le mix grill au restaurant parce qu'ils veulent pas choisir ce qui sera la meilleure viande. Exactement. Je réfléchis, etc. Et ces gens-là aussi peut-être ont besoin d'un accompagnement, puis peut-être d'une caution ou en tout cas de conseils, de gens qui disent oui, ça c'est bien, c'est joli. Et ça, c'est un service en effet alors qu'on peut amener sur le site parce qu'on a des services en effet avec des call centers, on peut accompagner les gens, mais c'est plus aussi technique dans la finalisation, je dirais, de l'achat, etc. Mais je pense que ça n'a pas de prix aussi d'avoir quelqu'un à côté de soi quand on est un petit peu indécis, à accompagner qui vous rassure sur le fait que vous prenez une bonne décision. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans l'expérience du client aussi. Ah, c'est vrai, et puis il y a des gens pour qui, en effet, c'est fondamental parce que ils vont vouloir aller voir les 2000 possibilités pour savoir la meilleure pour eux, ou alors quelqu'un va les conseiller puis les rassurer quelque part sur leur achat. Ça, c'était donc sur les canaux de distribution, puis on a parlé un petit peu de la communication. Si on va un tout petit peu plus loin sur la communication, donc vous ne faites que de la com online, j'imagine. Vous ne faites pas du tout de com offline, sauf peut-être de l'événementiel. Voilà, exactement, tout à fait. Donc en effet, on a une communication qui est vraiment axée sur les réseaux sociaux, sur le digital. Parce que les moteurs de recherche aussi. C'est là aussi, juste sur votre nom, bien mais sûr. Rien de particulier. Oui. Ah bah si, non, mais bien sûr, on fait des investissements. On fait du SEA, évidemment. Le SEO, c'est logique aussi. Et puis on fait des tests. On a testé là récemment WeTransfer pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment là on est dans cette phase où on expérimente, on teste pour vraiment s'assurer que nos investissements sont faits de manière avisée et réfléchie et aussi un peu documentée, ce qui n'est quand même pas toujours. C'est aussi de nouveau un grand virage culturel. Exactement. Par rapport aux us et coutumes de votre industrie. Exactement, où en général, on aura tendance en effet à faire un gros plan sur 6 mois, 1 an d'investissement sans véritablement avoir connaissance des résultats que ces plans-là produisent. Donc nous, c'est vraiment, on le fait Vous de manière mettez vos idées à l'épreuve de la réalité. Scientifique. Oui, exactement, tout à fait. Donc en effet, principalement une communication qui est digitale. Cela dit, on a aussi quelques événements. Pour l'instant, on a fait un événement à Los Angeles qui était un peu le démarrage, qui était le démarrage de la marque. Donc on a créé une Baume Beach House, donc la maison Baume, où on a voulu vraiment y injecter l'ADN, les valeurs de la marque. Et cette maison-là, elle était en face de l'océan, parce que c'est vraiment, pour nous, c'était important toujours de se rappeler pourquoi on est là et l'importance de vraiment se reconnecter à la nature. Et cette maison-là, en fait, elle a servi de maison pour soit abriter des événements pour des gens qui avaient quelque chose à dire. Alors, avec vraiment des sujets très très différents. Donc en fait, on est allé à la rencontre de différentes communautés, de sous-cultures. Et par exemple, vous avez fait un truc avec des skateurs, par exemple. Et mais c'est à Malibu en effet qu'on a rencontré des skateurs en effet. Et c'est là qu'on a rencontré Eric Ellington, qui est un skateur assez même très connu, même s'il est plus. Il y a le store qui se ferme derrière nous. Oui. C'est ça le bruit bizarre qu'on entend. Le petit sifflement. Il y a une intelligence artificielle qui vient déclencher la fermeture des stores en fonction de l'éclairage, puisqu'il y a le soleil qui est arrivé. Ouais. Donc, pardon, vous parliez de ce skater avec qui vous avez fait un partenariat et donc qui a découpé certaines de ses planches et on a retrouvé les éléments de la planche dans le monde. Justement, c'est à Malibu qu'on l'a rencontré et puis on a discuté, des dîners. C'était un endroit, c'était un peu la maison. On vient, on fait des dîners, des déjeuners, des discussions et on s'est rencontrés là-bas. On a vraiment partagé les valeurs. Eric était vraiment emballé par
ce qu'on faisait. Il nous a parlé de son projet à lui parce qu'il se trouve que lui aussi, en même temps, lançait sa marque de chaussures plutôt streetwear, lifestyle et accessoires autour de l'univers du skate. Et en discutant, on avait aussi les équipes qui étaient sur place, plus techniques. Et on s'est dit non mais ce serait génial puisque nous on a toujours évidemment ces valeurs de revalorisation des objets, de recyclage. Et ensuite on s'est lancé dans des tests et l'aboutissement ça a été justement Paris il y a 2 semaines où on a lancé cette édition limitée qui est faite à partir des anciennes planches d'Eric et ses copains. Réellement. Et tout à l'heure je dois dire, j'étais dans votre cuisine, vous m'avez servi un café et j'ai cherché la poubelle, vous m'avez dit non il n'y en a pas parce que tout est recyclé donc il a fallu aller poser. Donc si on revient sur ces valeurs, j'ai l'impression que vous avez capté un peu les valeurs du moment. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que par exemple l'industrie de la gastronomie est en train d'être complètement réinventée autour de nouvelles valeurs. Les gens veulent du local, les gens veulent de l'authentique, les gens veulent du respectueux de l'environnement. Quelles sont les valeurs que vous avez senties et sur lesquelles vous avez construit la marque? On a déjà parlé du respect de l'environnement, donc qui se matérialise notamment sur le fait que 100% de vos produits sont upcycled, ils viennent de produits recyclés, que vous recyclez tout ce que vous faites. Pas encore tout à fait 100%, mais en effet c'est l'objectif. Ouais, tout à fait. Et donc comment est-ce que vous définiriez ces valeurs sur lesquelles la marque est construite? Alors, les valeurs, c'est en effet déjà en termes de... On a pris un certain nombre d'engagements au démarrage, en sachant que c'est difficile d'être parfait dès le départ. Donc, on a une feuille de route qu'on a définie à partir de l'analyse de l'impact d'une marque horlogère traditionnelle. Donc, on sait très bien où est-ce qu'on peut s'améliorer et quels sont les enjeux. Donc, on a pris des engagements en termes de matière. Donc, on est vegan, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser de matière animale. On a pris aussi... on a aussi la notion de collaboration qui est au centre vraiment de notre marque, aussi bien collaboration un peu fun mais toujours avec sous-jacent avec cette notion de recyclage, mais aussi collaboration autour de la notion de essayer de faire en sorte de laisser une planète en meilleur état pour des générations à venir. Et ça c'est vraiment un aspect qui est très important. Alors outre le pourcentage que l'on donne à chaque vente, donc chaque vente génère une donation, il y a aussi vraiment un engagement fort avec des partenaires, une ONG qui, elle, se concentre sur la récolte du plastique dans les océans, mais pas seulement aussi, qui va dans le fond du problème, puisqu'ils sont basés à Bruxelles, à côté de la Commission européenne. Donc, ils font vraiment du lobby pour essayer de faire en sorte de faire changer les législations, etc. Ils ont mis en place un écosystème qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, ils négocient avec les gouvernements pour aller là où c'est nécessaire, vraiment où il y a le plus de concentration de plastique, pour ensuite pouvoir s'appuyer sur les pêcheurs. Donc la pêche est vraiment réglementée, il y a des temps de latence où les pêcheurs n'ont pas le droit de sortir. Et donc en fait, ils négocient avec les pêcheurs pour faire sortir les pêcheurs, non pas pour aller pêcher des poissons, mais pour aller pêcher du plastique. Donc ils sont rémunérés, ils sont formés, ils sont sensibilisés à cette problématique parce qu'ils contribuent aussi quand même largement aussi à la pollution en balançant du plastique, des filets, etc. dans l'océan depuis quand même de nombreuses années. Donc c'est vraiment à effet positif multiple, je dirais. Là, on est justement en train de récolter du plastique dans les Açores avec eux. Elle s'appelle Waste Free Ocean, cette ONG. Et ensuite, donc là, on est vraiment dans la notion d'économie circulaire, qui est une autre valeur qui est forte aussi chez nous. Comment est-ce qu'on peut nous aussi reproduire des économies circulaires? Donc investir, financer de la collecte de plastique, on récupère la matière première et on en fait des bracelets en plastique recyclé ou des pochettes pour mettre la montre à l'intérieur pour la livrer, etc. Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot écosystème. En général, quand on parle avec des gens de l'horlogerie, c'est le mot qu'ils ont à la bouche, c'est plutôt marché. Chez vous, c'est plus un écosystème. Vous vous sentez faisant partie d'une communauté, donc chargée d'une responsabilité vis-à-vis de votre écosystème. Avec en effet l'ambition de nous-mêmes aussi créer un écosystème, que ce soit des ONG ou d'autres entreprises, de gens qui finalement ont la même ambition et ont les mêmes valeurs, parce que ce qui est intéressant dans cette histoire entre le 100% nature, l'agriculture et le plastique dans les océans, c'est quand même que aujourd'hui l'agriculture intensive contribue à la pollution des océans. On voit bien en Bretagne, par exemple, où il y a des algues vertes qui viennent de l'élevage des porcs
Notamment, ouais, c'est clair. Si maintenant on arrive sur votre modèle d'affaires, donc qui est toujours aussi une composante très importante d'une start-up, quel est-il en fait? Vous êtes positionné sur des montres qui sont autour de 1000 francs suisses, un peu plus de 1000 francs suisses, 1000 euros? Même moins. Même Non, moins, le prix ouais. d'entrée en fait se situe à, si on est ici en Suisse, donc on a pour l'instant 3 monnaies, donc je vais parler en euros, mais le prix en euros TTC en Suisse est de 460 euros. Ça c'est le premier prix. Il y a 2 prix dans le configurateur et ensuite c'est 530 euros. Ah, je me suis complètement planté. Alors je sais pas pourquoi, je pensais que c'était 1000 et quelques. Non, parce que ce sont alors l'édition automatique. Et puis l'édition limitée, en effet, Skate, D'accord. qui est un petit peu plus cher parce que c'est un mouvement voilà, automatique. c'est que j'ai Le vu, reste, alors. c'est du quartz. C'est Exactement. Et donc, comment est-ce que ça marche? Vous êtes toujours sur un modèle, en fait, on achète un objet et puis la transaction est terminée? Ou est-ce qu'il y a un service un peu... il y a d'autres services autour de la montre, par exemple? Est-ce que acheter la montre me donne accès à d'autres choses? Ou est-ce que... Enfin, voilà, comment ça marche, en fait, votre modèle d'affaires? Est-ce que c'est très classique? Sauf que ça se vend online, ou est-ce que vous cherchez des choses un peu nouvelles? Non, on cherche des choses un petit peu nouvelles qui ne sont pas forcément déjà en ligne, déjà proposées, mais on a en effet tout un tas d'idées parce que l'idée c'est vraiment d'entrer en conversation avec nos clients et de créer plus une communauté de clients qui embrassent les valeurs de la marque et qui sont en ligne avec ce qu'on fait. Donc oui, on a plein d'idées. Alors oui, après il y a les choses très classiques pour l'instant, la newsletter, etc. Mais on a des idées de partage d'expérience. Voilà, on est encore une Vous pouvez start-up. déjà nous en dire un petit peu plus ou Donc... pas? Moi j'ai plein d'idées. Je vois exactement le truc. Oui. J'imagine d'aller vivre une expérience Oui. avec des ambassadeurs, de mettre les gens ensemble puisqu'ils partagent ces mêmes valeurs, Oui. de peut-être soutenir collectivement certaines ONG. Enfin, c'est ça, il y a plein de exactement. choses que vous pouvez faire. C'est participer à des choses qui sont pas très compliquées. Le nettoyage d'une plage. Nous, on l'a fait à Los Angeles. En plus de ça, on était à Malibu, donc on peut dire quand même qu'il y a un certain niveau d'entretien. Mais en l'espace d'une demi-heure, on avait ramassé 3 sacs de déchets plastiques. Donc ça, c'est aussi... Mais ça, c'est une très belle expérience parce que on est là, on est ensemble, on se reconnecte aussi avec la nature et on a la sensation vraiment aussi de, même à un tout petit niveau, d'avoir fait quelque chose. Donc c'est ce genre d'expérience-là où c'est voilà, le lancement d'une campagne de collecte de plastique et on se réunit, on visite, je sais pas, on visite une usine de recyclage, où on va à Cucugnan rendre visite à Roland Feuillac, comprendre et visiter peut-être une exploitation en permaculture. Donc ça, c'est très lié à la notion de responsabilité, mais après, c'est aussi d'autres choses comme ce que l'on a fait à Paris, où on a en effet eu un événement le soir. En fait, à Paris, on avait loué un studio et recréé une maison baume dans laquelle on a mis une rampe de skate. On a construit une rampe de skate qui a été faite expressément pour l'occasion et qu'ensuite on a donné. On est en phase de donation. Elle va arriver en Suisse. On ne sait pas encore très bien, Lausanne, Montreux, et elle va être donnée parce qu'on fait rien gratuitement pour ensuite le jeter. Et là, la deuxième journée, en fait, on a appelé, on a fait sur différentes plateformes, notre site et avec nos différents partenaires, on avait les portes ouvertes en fait, où les jeunes pouvaient venir faire une session de skate. Donc voilà, c'est exactement le genre de choses qu'on a envie de faire et de partager avec nos clients. Ce que vous avez décrit pour moi, c'est donc une nouvelle culture, on l'a dit, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de communiquer. À partir du moment où vous avez tout ça, plus une communauté, pourquoi est-ce que vous allez faire que des montres? Bah c'est une belle question et ça donne ça, je pense que le fait que vous la posiez comme ça donne toute l'ampleur de votre niveau de compréhension de la marque et de son ambition. Donc oui, clairement, ou d'incompréhension des montres que je n'ai jamais portées. Ou peut-être en effet, oui, ou peut-être la compréhension des montres. Mais c'est clairement Baume, ça va au-delà en effet des montres et de faire et de commercialiser des montres. On a démarré par là parce qu'on sait faire des montres et qu'on a la petite prétention de les faire bien, mais c'est vrai que on n'a pas l'intention forcément de s'arrêter là.
Voilà, parce que tout ça peut se matérialiser de Oui. plein de façons. Enfin, finalement, cet objectif que vous vous êtes fixé peut prendre plein de formes. À plein de formes, absolument, oui. On a déjà des idées aussi, encore une fois, dans cette logique d'économie circulaire, d'installer des ruches et de faire du miel. Et voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire qui vont dans le sens d'un impact positif. Qu'est-ce que ça vous a amené d'être soutenu par ce grand groupe? Alors, on imagine, enfin, une start-up, elle a besoin de financement, elle a besoin de ressources. C'est en fait ça que ça vous a amené. En fait, Richemont est un peu le venture capitaliste de Baume. C'est ça la synergie entre les deux? Oui, clairement. On a aussi depuis le début un soutien fort de la part du chairman lui-même. Donc ça, c'est vraiment, ça permet aussi évidemment d'ouvrir des portes. Mais je dirais aussi que ça nous a apporté énormément d'expertise. Donc là, d'un point de vue, je dirais plus technique, business, d'expertise en termes de finance, l'expertise en termes de IT. De création des produits, j'imagine, tout simplement. Alors ça, qu'on avait déjà, oui, qu'on avait à l'interne, en effet, dans nos équipes. Mais c'est vrai qu'on a pu s'appuyer sur vraiment des experts en finance, taxes, logistique et compagnie, même si en effet on a une logistique et un modèle qui sort de l'ordinaire, puisque on n'est pas Swissmade et qu'on n'exporte pas nos montres depuis la Suisse, mais depuis la Hollande. Donc ça, c'est vraiment différent. Mais donc oui, on a bénéficié d'une expertise et puis évidemment d'un financement de la part du groupe. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres startups comme ça qui vont sortir de ce groupe? En fait, est-ce qu'il y a un peu un mouvement de ce qu'on appellerait de l'incubation, quelque part dans le monde de l'innovation? Je l'appelle de mes voeux. Il y a un projet en cours, en effet. Je pense qu'il y a une vraie volonté de la part du groupe de promouvoir l'innovation. En effet, on verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que l'innovation doit aussi aller de pair avec une évolution des mentalités, des modes de fonctionnement, et voilà, ça c'est clé aussi. Votre regard sur l'avenir de l'industrie horlogère suisse? Mon sentiment, c'est que il va y avoir une sélection naturelle, je pense, à un moment donné, clairement. Je n'ai pas de réponse sur les noms ou des marques qui vont résister, mais je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle parce que je pense qu'il y a un bouleversement drastique et fondamental qui est en train de se mettre en place et qui, moi, me donne de l'espoir que peut-être aujourd'hui l'horlogerie ne perçoit pas forcément encore. Mais qui est là et qui est là, qui bouillonne et qui va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. C'est cette notion et qui est aussi qui est générée et qui est provoquée par les nouvelles générations qui arrivent et qui de plus en plus qui pèsent de plus en plus et qui quelque part dans pas longtemps vont sanctionner. Clairement, je pense. La genèse de cette interview, c'est j'animais un événement dans lequel vous interveniez et ça fait assez longtemps forcément en habitant en Suisse depuis plus de 2 décennies que je vois l'industrie horlogère et c'était un événement qui était en 2018 et pour la première fois quand j'ai vu votre projet, je me suis dit tiens là il est en train de vraiment se passer quelque chose en termes d'innovation et voilà c'est mon opinion à moi mais ça m'a redonné un peu espoir et foi dans une industrie que personnellement je trouve assez conservatrice et qui a beaucoup de mal à se réinventer, qui gagne beaucoup d'argent, c'est vrai que ça tourne très très bien, mais qui va faire face à une rupture quand même, à mon avis, qui va arriver. Et donc voilà, je pense que les projets comme Baume, et puis il y en a d'autres, il y a d'autres, je pense à Uhrwerk, MBNF, ou cet autre projet suisse-allemand dont j'oublie le nom, mais ces montres sur lesquelles il n'y a même plus de logo, il n'y a même plus de nom de marque, vous vous rappelez du nom? Non, je me souviens pas. Non, voilà, il faudra qu'il trouve un nom un peu américain des States pour qu'on s'en rappelle. C'est un nom un petit peu compliqué, oui. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a une vague et je pense en effet qu'aucune industrie n'est à l'abri du changement social, économique, politique qu'on vit en ce moment. Et je pense que les projets comme le vôtre sont vraiment porteurs d'espoir. Donc je vous souhaite bon vent et je vous remercie beaucoup Marie Chassot de nous avoir consacré ce temps-là. Ouais, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve dans 2 semaines avec Clément Renaud pour parler d'innovation en Chine. C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSECU.